Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors, dans cette capsule vidéo, en fait, c'est une première d'une série de 4. Donc, les 4 prochaines capsules vont traiter de la séquence 5 de vos notes de cours. Donc, à chacune des capsules, on va s'attarder sur une composante précise du système nerveux. À titre d'exemple, cette capsule-ci va beaucoup parler des nerfs spinaux, donc de leur anatomie, leur fonction et toutes les notions qui vont se rapprocher ou rattacher aux nerfs spinaux, par exemple les plexus et tout ça. Donc ça va être le premier sujet. Dans la prochaine capsule, on va s'attarder plus à la moelle épinière, donc on va étudier ça en détail, fonction, anatomie et tout ça. Et éventuellement, on va aller dans l'encéphale, donc ce qu'il y a dans votre tête, donc beaucoup de parties, beaucoup de fonctions également. Je ne vous cacherai pas que la séquence 5, c'est une partie extrêmement importante pour l'examen, en fait, qui s'en vient. Et c'est une partie qui va vous demander beaucoup de travail. Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup d'éléments. Et donc, il faut se prendre d'avance. Puis, je vous dirais que les deux premières parties, c'est peut-être les plus difficiles. Pas beaucoup de matière dans cette capsule-ci puis la prochaine, mais difficile à concevoir pour vous autres. C'est un peu abstrait des fois, à visualiser tout ça. Donc, ça va vous demander quand même un effort accru d'étude. Et dans les deux dernières capsules, bien, beaucoup plus facile à comprendre, mais il va y avoir beaucoup de termes, beaucoup d'éléments à étudier. Donc, c'est un peu ce qui vous attend pour les prochaines capsules. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, ce qui est intéressant pour cette capsule-là, c'est vraiment de comprendre leur rôle et l'anatomie au niveau des nerfs spinaux. Donc, première des choses, cette figure-ci, qui est une espèce de schéma de concept qui vous présente des concepts que vous connaissez déjà, mais d'une autre manière. Hein? C'est en fait l'ensemble du système nerveux ici qui est présenté. Moi, je reprends cette figure-là, mais je la fais en dessin. C'est à peu près la même chose. Donc, maintenant, vous êtes censé être à l'aise avec les appellations du système nerveux central, SNC, et SNP. Donc, si je suis un bonhomme comme ça ici, donc ça représente la tête, le cerveau, l'encéphale et une colonne vertébrale. Bon, j'ai un peu manqué ma colonne, disons qu'il y a une scoliose, il y a une petite courbure prononcée, mais l'idée ici, le terme système nerveux central, ceux qui se souviennent, c'est quoi? C'est deux choses, hein? C'est l'encéphale et la moelle épinière qu'on va beaucoup parler bientôt. Ça, c'est le système nerveux central. Ensuite, puis, en fait, tant qu'à réviser, si vous vous souvenez, ça fait quoi un système nerveux central, que ce soit la moelle ou l'encéphale? C'est évidemment des centres de contrôle, de régulation, donc capacité analytique, d'intégration, prise de décision, donc c'est là que ça se passe. On a vu aussi le système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux périphérique, c'est tout ce qui n'est pas une moelle ou une moelle épinière ou un encéphale, en fait. Donc, c'est les nerfs généralement. Et les nerfs, il y avait plusieurs sortes. Il y avait les nerfs crâniens qui se situent évidemment dans la boîte crânienne, exemple les nerfs optiques, les nerfs auditifs et tout ça. Donc, on va étudier ça en détail quand on sera dans la séquence 6 avec les sens. Mais en plus des nerfs crâniens, on a les nerfs spinaux. Donc, il y a toujours des paires de nerfs spinaux qu'on va parler pas mal aujourd'hui. Et ceux qui se souviennent, un nerf spinal, c'est quoi? C'est un nerf qui va se raccrocher comme ça à la moelle épinière. Et vous avez 31 paires de nerfs spinaux. Donc, 31 nerfs spinaux à la gauche et vous avez l'équivalent à la droite. Hein? Souvent, vous oubliez ça, mais c'est comme votre main droite, votre main gauche. Donc, on a tout par paire. Donc, 31 nerfs spinaux du côté droit, 31 du côté gauche. Et pour l'instant, une définition très simple. Les nerfs spinaux, c'est les nerfs, donc un paquet d'axones comme ça qui va se raccrocher à la moelle épinière. Et ensuite, bon, je vous ai parlé des nerfs crâniens, des nerfs spinaux, puis j'en avais rajouté un à l'époque dans la capsule. Il y avait aussi une catégorie que moi j'appelais les nerfs périphériques. Donc, tous ces nerfs qui vont innerver, exemple, le reste de votre corps. Donc, les nerfs qui ne sont pas raccrochés à la moelle épinière, les nerfs qui ne sont pas dans la boîte crânienne. Donc, on peut dire que c'est des nerfs périphériques, c'est-à-dire les nerfs qui passent au niveau de votre bras, de votre jambe, au niveau du dos, du ventre, peu importe. Donc, dans l'ensemble de l'organisme, en fait. Si je reviens en arrière à l'image ici, ben, tout ce que je viens de présenter, je viens de régler à peu près toutes les cases. Hein? Donc, des fois, ça vous mélange ces cases-là, mais en fait, on peut le diviser en deux. Hein? Système nerveux, comme ça ici, donc j'ai le système nerveux central, moi, l'encéphale, j'ai réglé ça. Système nerveux périphérique, les nerfs. J'ai parlé des spinaux, des crâniens, il manque les nerfs périphériques. Là, on pourrait rajouter une case ici, comme je l'ai expliqué au tableau tantôt. Deux nouveaux termes ici, mais en fait, un qu'on a déjà vu un petit peu, les récepteurs, on en a déjà parlé un petit peu, donc c'est ces structures biologiques qu'on avait déjà étudiées qui vont réagir à différents stimuli et générer la production d'influx nerveux dans les neurones sensitifs ou afférents, donc ça avait été déjà vu en séquence 4. Il y a le terme ganglion aussi, qui fait partie aussi du système nerveux périphérique, donc c'est pas juste des nerfs,
C'est des récepteurs, des ganglions. Et ganglions, la façon qui est écrit ici, ça m'achale un petit peu parce que ça amène une grande confusion. Il y a des gens qui ont des notions de bio qui pensent déjà aux ganglions lymphatiques, les oreillons, cancer, qui est certaines leucémies qui permet l'enflure des ganglions. Mais ça, c'est une autre sorte de ganglion. C'est des ganglions lymphatiques, c'est autre chose. Vous allez étudier ça en micro. Ici, on va parler beaucoup plus de ganglions spinaux. Je vais en reparler tantôt. C'est donc une structure qui renferme des corps cellulaires sur le nerf spinal. C'est pas écrit, c'est pas à retenir pour tout de suite. Je vais vous l'expliquer tantôt de façon plus tranquille. Mais c'est des structures assez particulières comme ça qu'il ne faut pas confondre. Donc, le terme ganglion peut revenir dans différents contextes, mais pas avec la même signification. Donc, quand on est dans le système nerveux, on parle plutôt de ganglions spinaux. Puis, il y en a une autre sorte aussi, les ganglions autonomes qu'on verra à un moment donné. Fait que pour l'instant, c'est pas la grosse affaire. Les ganglions, vous ne savez pas trop c'est quoi au niveau du système nerveux, c'est pas grave. On en reparlera en temps et lieu dans chacune des capsules quand ça sera nécessaire. Et les récepteurs aussi, on va en reparler un peu plus au cours des capsules et de la session, donc on verra ça plus tard. Fait que pour moi, ce qui est vraiment important maintenant, c'est ce que vous êtes censé avoir étudié par le passé. Donc, périphérique, les 3 classes de nerfs, centrales et tout ça. Donc, si ça c'est clair, on va pouvoir progresser un peu plus dans la capsule. Donc, ce qui est vraiment nouveau, hein, en fait, c'est un plus un résumé. Maintenant, ce qui est vraiment nouveau, c'est le concept de nerfs spinaux. Donc, avant d'aller là, parce que maintenant, vous savez que les nerfs spinaux, c'est les nerfs qui se raccrochent à la moelle épinière, je vais quand même vous parler un petit peu de la moelle épinière. On la verra en détail dans la prochaine capsule, mais il faut quand même avoir quelques idées. Premièrement, une fausse conception qu'on a souvent, on pense que la moelle épinière, elle est très longue, hein, qu'elle va descendre juste au niveau des hanches. Et en fait, techniquement parlant, c'est pas tout à fait exact. Quand je fais une frontière en rouge ici, la moelle épinière s'arrête ici. Donc, elle est beaucoup plus courte que ce que la plupart des gens pensent. Hein. Si on regarde la cage thoracique, on descend un petit peu en bas de la cage, en fait. La ligne, je l'ai faite peut-être un peu trop haute. Donc, juste en bas du T12 ici, je vous expliquerai ce que ça veut dire tantôt. On est à peu près ici. Une moelle épinière, c'est quoi? C'est un tube avec des couches de tissu conjonctif qui va protéger les axones, hein, les fibres nerveuses qui vont passer. Pour moi, la moelle épinière, c'est une grosse autoroute nerveuse. Là. Il y a plein d'axones qui vont passer là. C'est un petit peu comme un gros nerf, entre guillemets, sauf que c'est beaucoup plus complexe, parce que là, c'est une multitude. Hein? Un nerf, c'est quoi? C'est un paquet d'axones, mais la moelle épinière, c'est beaucoup de fibres. Et ces fibres nerveuses, ces axones-là ont différentes fonctions. On peut avoir des fonctions motrices, sensitives qu'on verra éventuellement. Donc, c'est ça la moelle épinière, en fait. Et ce tube-là protecteur renferme l'ensemble de ces axones-là. Donc, ils sont tous confinés, coincés ensemble en paquets, si vous voulez, très serrés. Quand on arrive en bas de la moelle épinière, c'est les mêmes axones. Hein? Si je fais un axone qui quitte l'encéphale ici, qui descend, hein? Si on regarde le pointeur à l'écran, il descend comme ça. Bon, il descend dans la moelle. C'est toujours le même axone ici qui descend. Okay? Ce n'est pas un nouveau, c'est le même, c'est un prolongement, mais change de nom. Hein? On parle de la queue de cheval ici, il manque un L, là, donc queue de cheval. C'est quoi la queue de cheval? Bien, techniquement parlant, c'est les mêmes axones qui étaient présents dans la moelle épinière, mais on ne parle plus de moelle épinière techniquement ici, parce qu'il n'y a plus de tube protecteur, il n'y a plus de couche de tissu conjonctif qui protège. En fait, ici, les axones sont libres. C'est pour ça qu'on appelle ça une queue de cheval. On voit qu'ils prennent une position beaucoup plus diffuse, beaucoup plus large. Bon, c'est correct, c'est une particularité anatomique. Il n'y a pas vraiment de rôle à ça. C'est comme ça qu'on est constitué. Mais physiologiquement, en termes de fonction, ça ne change rien. Les influx nerveux qui circulent, exemple dans l'axone en rose ici, si c'est sensitif, on monte vers le cerveau, on continue. Qu'il y ait une moelle épinière protectrice ou non, c'est la même job. La seule différence, c'est sûr qu'ici, on est un peu moins bien protégé. On est plus sujet à des lésions s'il y a un choc mécanique ou des choses comme ça. Mais mis à part cette nuance-là, c'est exactement la même chose. Okay? Donc ça, c'est le premier point. J'ai réglé la queue de cheval maintenant. Maintenant, ce qui m'intéresse encore plus, et c'est probablement ce qui va être le plus pratique pour vous, 4 termes ici en couleur qui vont revenir dans votre travail, c'est certain, ou même dans votre vie courante. Donc, on divise, si vous voulez, la moelle épinière en régions comme ça. Et c'est 4 termes que je vous demande de savoir et je veux que vous le sachiez dans le bon ordre. Okay, je m'explique. Si je suis au niveau de la moelle épinière ici, au début comme ça, où je pointe avec la flèche, bien, toute la région en mauve ici, c'est la portion cervicale de la moelle épinière. Donc, c'est la partie qui correspond à peu près à votre cou. D'ailleurs, si vous connaissez, vous avez vu quelqu'un qui est accidenté puis qui porte un collet cervical pour immobiliser les mouvements du cou, bien, on vient couvrir en fait les os, les vertèbres, ici qu'on ne voit pas présentement dans la région du cou. Hein. Évidemment, les vertèbres, c'est les os qui protègent la moelle épinière, donc qui sont par-dessus ici. Donc,
vous devez savoir que cervical, l'image mentale que vous avez en tête, ça se trouve à peu près au niveau du cou. Donc, on est vraiment dans une portion, et la première portion, si vous voulez, de la moelle épinière. Immédiatement en bas, à peu près au niveau, si on regarde la clavicule qui est là, c'est ici, là, puis le début de la cage thoracique, ben là, on change de région. Ça devient orangé, et cette région orangée, ça va être la portion thoracique de la moelle épinière. Donc, déjà, vous devez savoir que thoracique vient de façon un peu plus basse que cervicale. Et une fois que vous quittez l'autre point de repère, la base, les dernières côtes ici, la base de la cage thoracique, on change de couleur. Et là, on commence à descendre vers le dos. Donc, on est dans la portion lombaire. Donc, la portion lombaire, là, c'est ce qui va descendre comme ça ici, qui est coloré en bleu. Et un peu plus bas, ben, on a la région sacrale, qui est une petite section, en fait, à la fin, dans le fond de la colonne vertébrale. Ces mots-là sont extrêmement importants parce qu'on va les utiliser au moins dans 3 sujets différents au cours de votre deck. Donc, je peux vous parler de la moelle épinière comme je viens de le faire, portion cervicale, thoracique, etc. Ce qui m'intéresse plus pour le cours d'aujourd'hui, ça va être au niveau des nerfs spinaux qui portent à peu près la même appellation. Donc, les nerfs spinaux, j'en parlerai en détail, mais on va avoir des nerfs spinaux qui sont dans la région cervicale, donc des nerfs spinaux cervicales, thoraciques, etc. Puis en plus, ces nerfs spinaux vont passer à travers des trous, des ouvertures, on appelle ça des foramen, on verra tantôt, qui permettent le passage de ces nerfs spinaux à travers une vertèbre. Et la vertèbre va porter le même nom que le nerf spinal généralement. Je vous donne un exemple, je vous expliquerai les noms, la nomenclature un peu plus tard, mais exemple, la C4, c'est le nerf spinal cervical 4. Okay? 4, c'est le chiffre qui le spécifie, C pour cervical. Okay? Donc, tu as le nerf spinal C4 ou cervical 4 à la gauche ici de la personne qui passe comme ça. La vertèbre qui va recouvrir cette région-là va porter le même nom, la vertèbre C4. Donc, un patient qui a une fracture à la C4, ça veut dire que la 4e vertèbre cervicale, elle est brisée. On pourrait endommager, exemple, le nerf spinal qui passe en dessous, en fait, c'est pas tout à fait en dessous, mais à l'intérieur par les trous, qui s'appelle C4 aussi. Et cervical 4, c'est bon pour la vertèbre, c'est bon pour le nerf spinal, et cervical, c'est également bon pour la région de la moelle. Donc, des termes faciles à retenir, mais très importants, parce qu'évidemment, on les utilise pour différents contextes biologiques, mais ça réfère toujours au même endroit. Et là, je vais aller plus loin. Je veux que vous soyez très à l'aise avec la situation anatomique de ces nerfs-là. Donc, la nomenclature, c'est très simple. Plus que le chiffre est inférieur, plus qu'on est haut, plus qu'on est près de la tête. Par exemple, les nerfs ici, spinaux, il y en a 31 paires, je l'ai dit tantôt. Et donc, j'ai le C1 à la gauche, C1 à la droite. Ils ne l'ont pas dessiné ici, mais on pourrait imaginer qu'il y en a un autre qui passe comme ça ici, puis ce serait un autre C1. Okay? Donc, c'est vraiment par paire. Ça, des fois, vous avez de la misère à le visualiser. Donc, on pourrait, par souci de clarté, c'est rare les livres ou les images qui montrent les doubles, mais n'oubliez pas que j'aurais pu dessiner les mêmes lettres ici de ce côté-là. Okay? Donc, on a tout en double. Plus que le chiffre augmente, plus qu'on descend vers le bas du dos. Donc, exemple, le nerf spinal le plus élevé, c'est le nerf cervical 1. Celui qui est un petit peu plus bas, bon, il donne le chiffre suivant, donc C2, C3. Donc, techniquement, le C4 est plus bas que le C1, mais il est plus haut que le C7. Okay? Donc, je vous demande 2 choses en fait. Si vous voyez C2, ben, vous savez que c'est dans la région cervicale et vous êtes capable de les remettre en ordre. Donc, vous réalisez que C1, c'est plus haut que C7. Ça, c'est important. Je ne vous demande pas, il y a des enseignants qui le font, moi je ne le ferai pas. Vous n'avez pas à savoir par cœur s'il y a 6, 7, 8 ou 9 nerfs cervicales. Il y en a 8 en fait, là, mais ça ne me dérange pas tant. Okay? Moi je veux que vous soyez fonctionnel. Qu'après ton deck, tu ne te souviennes pas s'il y en a 7 ou 8, ça ne changera pas grand-chose à ta job. Par contre, si ton patient il y a une fracture, une lésion à la vertèbre C7 ou au nerf spinal C6, je veux que tu sois capable de visualiser c'est où à peu près. Parce qu'à un moment donné, je vais t'enseigner un concept très simple. En termes de fonction sensitive ou moteur, généralement, les nerfs innervent les régions, il y a des exceptions, là, mais proches de leur point de sortie ou de leur point d'entrée dans la moelle. Ce que ça veut dire, bien, les cervicaux ici, généralement, ces nerfs spinaux-là vont contrôler
d'un point de vue sensitif ou moteur, le haut du corps, ce qui se passe au niveau du cou, des épaules, exemple. Et plus que vous descendez, par exemple, je suis dans la région thoracique ici, à partir de T1, ben là, ça va être plus le haut des bras. Puis si je descends dans la lombaire, ben ça va aller vers les jambes. Donc, c'est extrêmement important pour moi parce que quand vous allez travailler, si vous travaillez avec un accidenté de la route, une maladie X ou Y qui fait que le C6 est affecté, bien, tu t'attends déjà à des symptômes, des signes cliniques qui vont être bien différents que si c'est le T9. Puis là, je ne parle pas de moelle épinière, là, ça va être autre chose, mais je parle vraiment des lésions au niveau d'un nerf spinal, qu'il soit droite ou gauche. Et c'est ça que je vous demande pour l'examen. Soyez capable de, exemple, si je vous dis, là j'ai parlé des cervicaux, les T, bien évidemment, c'est les nerfs spinaux au niveau thoracique. Donc, ici, il y en a 12 paires, donc T1, T2, etc. Donc, évidemment, c'est la même chose. T10 est beaucoup plus bas que T1, par exemple. Donc, nerf spinal thoracique 4. Les lombaires, même chose. Donc, ici, il y en a un peu moins. On a 5. Donc, lombaire 1 est plus haut que le L5, mais évidemment, il va être plus bas que le T12. OK? Donc, ce que je suis en train de vous dire, que ce soit pour les nerfs spinaux-lombaires, sacro, thoraciques ou cervicaux, c'est toujours la même nomenclature. Alors, si je vous dis, par point de comparaison, C7, C1, tout le monde a compris que C7 est plus bas que C1, c'est va. Mais si je vous dis T4 versus C7, OK, les chiffres, il faut faire attention, mais il faut faire attention à la lettre aussi. Donc, c'est pour ça, tantôt, je vous disais, il faut savoir que cervical est plus haut que thoracique. Donc, techniquement, C4 est plus haut qu'un T6, évidemment. Puis, si je vous dis un T1 avec un C7, bien, C7 est plus haut que T1. C'est vrai que T1, si je l'encercle ici sur mon dessin, il va être plus haut qu'un T11. Hein, dans la région thoracique, si je compare deux nerfs thoraciques, bien, le 1 est plus haut que le 11. Le chiffre grossit, donc ça va. Mais si je compare avec deux régions différentes, bien, le T1, même si c'est le premier de la série thoracique, le C7, même si c'est le dernier cervical, l'avant-dernier, mais c'est certainement plus haut que le T1. Donc, vous devez être capable de visualiser la hauteur, si je peux m'exprimer ainsi, du nerf spinal et comprendre que s'il y a une lésion à ce nerf-là, bien, être capable de le situer à peu près. Que vous mélangez C6, C7, ça ne me dérange pas, mais que vous attendez ici que si je suis dans les derniers cervicaux, ben, ça va être à peu près à tel endroit du corps qu'il va avoir un problème en termes de sensibilité ou ou moteur. Puis même chose. Okay? C'est donc avoir une idée générale des grandes sections sans être très précis. Puis là, évidemment, vous n'êtes pas capable de me dire que C6 va énerver le bras ou la jambe. On va voir ça éventuellement au cours des prochaines capsules. Donc, si vous êtes à l'aise avec ce genre de nomenclature, ben, on n'est pas pire. Maintenant, on va rajouter un petit peu sur l'anatomie, la structure d'un nerf spinal. Donc, ce qui est bien important de comprendre, le dessin ici, là, je vais le refaire, mais c'est la structure d'un nerf spinal. Vous reconnaissez la moelle épinière, et ce qui est particulier, c'est qu'un nerf spinal ont tous la même chose en commun. Donc, peu importe à quelle position qu'on est, que ce soit un C4, un L2, peu importe, ils ont toujours une forme comme ça de nerf ordinaire, mais on finit par une espèce de crochet qu'on appelle des racines. Donc, les racines, en fait, on voit le terme ici, il y en a deux sortes, racines dorsales et ventrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ça dans 2 secondes, mais pour l'instant, ce dessin-là, je vais juste le refaire en haut, juste pour être certain que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, je redessine la moelle épinière. Je fais un seul nerf spinal, mais c'est toujours de la même manière. Donc, le nerf spinal, à un moment donné, je veux dire, c'est comme un nerf. Il est la forme allongée comme ça. Ceux qui ont une bonne mémoire, vous vous souvenez que les nerfs spinaux, c'est des nerfs mixtes. Donc, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des axones sensitifs qui se mélangent à des axones motrices. Donc, des fois, on a juste des nerfs sensitifs ou afférents qui ont juste des axones sensitifs pour la perception du stimulus. On a des axones, des nerfs moteurs ou afférents qui ont juste des neurones moteurs, donc pour émettre une réponse, faire contracter un muscle, par exemple sur un organe ou un bras, une jambe. Et on a des nerfs mixtes qui ont un mélange des deux. Et ça, c'est important de comprendre que tous les 31 paires de nerfs spinaux sont mixtes. Donc, c'est un mélange. Ce que j'ai dessiné ici, c'est un mélange d'axones motrices et sensitives. Et ça vous mélange tout le temps parce que tous les manuels de biologie, on vous dessine les crochets comme ça, les racines, on appelle ça des racines, quand ils se divisent comme ça en deux. Première erreur, vous pensez que c'est d'autres choses. C'est toujours le même nerf. C'est juste qu'on l'a séparé. Donc, si je fais comme ça, il se sépare en deux comme ça. Il fait 2 crochets qu'on appelle des racines. Je vais vous donner les vrais termes dans 2 secondes. Donc, ça, c'est la première chose.
La deuxième, vous ne comprenez jamais parce qu'on coupe toujours. Hein? Le lien ici, c'est qu'on ne voit pas que le nerf se prolonge. Fait que ce petit bout-là, vous le perdez. Vous pensez que c'est juste les crochets, le nerf spinaux. Mais en fait, c'est mon dessin qui l'emporte. On aurait pu, ici, l'artiste, dans le manuel, aurait pu faire un prolongement plus long. Donc, un nerf, là, j'ai exagéré un petit peu, mais le nerf spinal, exemple, c'est la portion du nerf qui est proche de la moelle épinière, mais il y a toujours, comme n'importe quel nerf, une forme allongée comme ça, sauf que la partie du nerf qui s'accroche adopte une forme de racine, de crochet comme ça. Et ça, c'est exemple le T1, on va dire. OK? Peu importe. Ça, c'est un premier nerf spinal. Le deuxième qui vient immédiatement en dessous, le T2, donc nerf spinal thoracique 2, même chose. On s'en va comme ça, les deux crochets. Et je pourrais en faire 31 comme ça du côté droit, 31 comme ça du côté gauche. Okay? Donc, on aurait de l'autre côté l'équivalent comme ça. Et ça se rapproche de la réalité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, mettons le T1 que j'ai dessiné ici, que j'encercle présentement, on va faire un zoom dans l'encadré et on va regarder en détail justement pourquoi on a des racines et tout. Alors, première des choses, il y a deux termes qui vont être bien importants de comprendre, parce qu'on va les utiliser à outrance, plein de fois, le terme dorsal et ventral. Ou parfois, on va parler, si vous vous souvenez de votre devoir qu'on avait fait en début de classe, en début de session, le devoir sur les termes anatomiques, on parle de région postérieure ou antérieure. Donc, dorsal ou postérieure, ça veut dire en arrière. Ventral, antérieur, veut dire en avant. Donc, techniquement, ce schéma-là, faire attention, il est complètement inversé. Le bonhomme, on ne le voit pas ici, là, c'est l'inverse. Ici, il est de dos, il ne vous regarde pas. Mais mon encadré ici, c'est comme si cette personne-là s'est retournée puis vous fait face. Okay? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la portion ventrale de la moelle épinière, du nerf spinal, de la racine, peu importe, ventrale réfère toujours au devant. Okay? C'est le ventre, c'est votre ventre en fait. C'est comme ça qu'on va le retenir. Ça veut dire, c'est, je vais mettre en parenthèse, donc c'est la partie avant de votre corps. Si vous êtes vers l'arrière, vers votre dos, bien évidemment, c'est la portion dorsale. Donc, c'est un point de repère anatomique. Maintenant que vous savez ça, vous allez retenir ça parce que c'est des termes qu'on va utiliser pour plein de domaines différents. Je peux en parler pour la moelle épinière, pour les nerfs spinaux et tout ça. Donc, dorsal arrière, ventral en avant. Je reviens avec le concept de racine. Donc, maintenant que vous savez ça, ça va devenir beaucoup plus clair. Le nerf spinal, avant de se diviser, comme je l'ai dessiné ici, donc on voit la portion comme ça, c'est un nerf mixte, donc les fibres en bleu, les axones en bleu, c'est les influx nerveux associés à des informations sensitives, donc pour informer l'encéphale, par exemple, et en rouge, c'est des informations motrices pour aller faire bouger un membre ou contracter un muscle, peu importe. Tout ça est mélangé dans le nerf spinal. Donc on le voit ici, ça c'est le nerf spinal. Ce nerf spinal va se diviser en deux voies, en deux crochets qu'on appelle des racines. Donc la première, la racine dorsale, c'est cette racine comme ça qui vient se connecter à l'arrière de la moelle épinière. Donc si le dos de l'individu est ici, bien, la partie qui vient se brancher vers l'arrière de la moelle épinière, donc plus près du dos, on dit que c'est la racine dorsale du nerf spinal. Et dites-moi pas que c'est le nerf dorsal, c'est pas bon. Le nerf dorsal, ça n'existe pas. C'est le nerf spinal et c'est une partie du nerf spinal, donc la racine. Je vais vous donner un exemple. Votre bras, c'est le nerf spinal, c'est le membre au complet. Donc le nerf spinal, c'est le membre au complet. Si je vous parle de la main ou des doigts, c'est une partie de votre bras. Donc évidemment, si vous vous référez aux doigts ou à la main, c'est une partie du bras. Mais si vous me dites que la main, c'est un bras, c'est faux. C'est exactement la même chose et c'est une erreur que vous faites souvent à l'examen. Donc il faut faire attention. La racine dorsale, c'est une partie du nerf spinal. Et il faut la distinguer de la racine ventrale qui est l'autre partie. Donc, évidemment, quand le nerf spinal se divise en deux, bien, la partie qui vient se connecter sur la portion antérieure, ou si vous préférez, la portion avant de la moelle épinière, donc en position, la position qui est le plus près de votre ventre, si vous voulez, donc le devant, bien, on dit que c'est la racine ventrale. Donc, ça, c'est le premier point à reconnaître. Puis là, je vais aller plus loin que ça. Je veux que vous sachiez par cœur, puis vous allez voir comment c'est important dans 2 secondes, que la racine dorsale, qu'est-ce qui passe là-dedans? Hein? Avant de vous l'expliquer, vous regardez ceux qui ont un bon sens d'observation, vous voyez déjà que oui, c'est un nerf mixte, les axones sensitifs et motrices se mélangent, mais vous commencez à comprendre pourquoi les deux racines ici, on a ça. On divise, on sépare, si vous préférez, les différentes voies. Donc, par la portion dorsale, on voit que c'est juste les fibres sensitives qui passent par là. Et par la partie ventrale, donc la racine ventrale du nerf spinal, c'est la partie motrice. Et là, on va diviser complètement.
OK? Et c'est ça que je veux que vous reteniez par cœur. C'est plate le par cœur, mais ça, c'est important. Vous allez voir, ça a une implication médicale après. Donc, la racine dorsale, ce que j'écris ici, vous devez le savoir, c'est écrit dans vos notes, vous gardez ça en tête, c'est les axones sensitifs qui sont là pour informer. Quand on parle de sensitif, si vous vous souvenez des dernières séquences d'études, c'est la perception, ça peut être une perception somatique, ce qu'on voit ici en bleu pâle. Somatique, ça veut dire vos sens, exemple le sens du toucher. Quelqu'un vous touche la main, le bras, vous sentez une piqûre de moustique, vous sentez le toucher. Donc, c'est du sensitif somatique. Il y a aussi vos organes qui informent l'encéphale constamment. Est-ce que l'estomac est plein, vide, votre pression artérielle à l'intérieur d'une artère, exemple, trop forte, trop ferme, normale. Donc, il y a aussi une partie de perception sensitive qui se fait de façon inconsciente. C'est pour ça qu'on dit viscérale. On a distingué de celle-ci en faisant un bleu plus foncé. Les deux, c'est sensitif. Donc, les deux couleurs ici, c'est sensitif. Mais une qui est somatique, l'autre viscérale. Mais peu importe que ce soit volontaire ou non, donc au niveau des organes ou des sens, peu importe, on passe toujours par la racine dorsale pour tout ce qui est sensitif. C'est ça qui est très important de comprendre. Et pour l'aspect moteur, ben, c'est la même chose. C'est une partie motrice somatique. Vous décidez de courir, lever la main ou peu importe. Donc, contraction des membres, des muscles squelettiques des membres, c'est volontaire, mais vous avez aussi une contraction musculaire qui peut se faire au niveau des organes, exemple de l'estomac ou du cœur, peu importe. Donc, dans ce cas-ci, que ce soit conscient, somatique ou autonome, qui est ou viscéral, c'est la même chose, là, pour les organes, ça n'a pas d'importance, on passe toujours par la racine ventrale du nerf spinal. Donc, ça aussi, c'est du par cœur et je veux que vous le sachiez sur le bout des doigts. Tous les 31 nerfs spinaux, leur racine ventrale, c'est pour faire passer les fibres motrices. Maintenant, que vous savez ça, c'est super, mais un petit détail évident pour moi, mais des fois pas pour vous. Là, vous avez l'impression qu'il y avait juste 4 axones par nerf. C'est faux, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Ça veut juste dire, là, on ne peut pas dessiner 1000 axones là, ou des millions d'axones, il n'y a pas de place. Ça veut juste dire qu'il y a 4 sortes d'axones. Donc, on pousse un peu plus loin vos connaissances antérieures. On vous disait que le nerf spinal, à l'époque, c'est un nerf mixte. Donc, un nerf mixte était sensitif et moteur. Donc, dans le temps, comme on commençait le système nerveux, vous aviez l'impression qu'il y avait juste 2 sortes d'axones. Aujourd'hui, je vais plus loin. Il y a 4 sortes d'axones. Tu en as 2 sensitifs. Un pour le viscéral, l'autre pour le somatique. Puis tu as 2 sortes de moteurs, autonomes puis somatiques. 4 sortes, mais évidemment, il y a beaucoup plus que 4 axones par nerf spinaux. Et chacun des 31 nerfs spinaux est constitué de la même manière. OK? Ça, c'est la première chose. L'autre concept extrêmement important, je vais le dire à plusieurs reprises au cours de la séquence 5, mais aujourd'hui, ça va être facile à comprendre, mais vous finissez par oublier ça. Puis plus qu'on va avancer dans la matière, vous finissez par vous mélanger les pinceaux un petit peu. Ce que je vous avais déjà dit est toujours vrai. Hein? Donc, quand on est en sensitif, qu'est-ce qu'on fait? J'avais fait un petit dessin de ce sens-là, là, dans ce type-là. Hein? Sensitif, on va informer le SNC, exemple le cerveau, prendre une décision, puis si c'est nécessaire, on s'en va par la voie motrice pour émettre. Donc, sensitif, on informe le cerveau analyse et on émet une réponse sur un muscle. Donc, il y a un sens unique ici. Le sens unique qu'il faut garder en tête, puis qui vous mélange des fois avec le temps, c'est que sensitif, je le fais avec la flèche, on amène l'information comme ça, qui vient se brancher dans la moelle épinière, et on monte informer le cerveau. Ça, c'est une chose. Si on émet une réponse motrice, peut-être qu'on n'en fera pas, donc l'histoire arrête là. Mais si le cerveau décide, par exemple, dans les aires motrices au niveau du cerveau, on décide de bouger un bras, ou l'encéphale, les centres cardiaques dans l'encéphale décident d'augmenter la fréquence cardiaque, contracte plus vite le cœur, mais peu importe, que ce soit autonome ou viscéral, on va en sens inverse. Donc, on part du cerveau, on descend dans la moelle et on prend la racine ventrale qui s'en vient dans ce sens-là. Et ça veut dire que, en fait, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi qu'on a 2 racines. Donc, il y en a une qui s'en vient dans ce sens-là pour informer le cerveau. Puis, si on a une réponse motrice, bien là, on descend par ici. Donc, c'est 2 sens opposés. Les influx nerveux pour la partie dorsale donc, exemple, ici, dans le nerf spinal, si je pars une des 2 voies sensitives en bleu ici, par le foncé, on s'en vient comme ça, dans ce sens-là, comme le sens de ma flèche. Mais pour la partie motrice, que ce soit dans la racine ventrale ou l'autre portion du nerf spinal ici, on descend dans ce sens-là. Donc, les influx vont à contre-courant selon
du fait qu'ils soient sensitifs ou moteurs. C'est littéralement une autoroute nerveuse. Tu t'en vas à Montréal, Montréal c'est le cerveau, tu t'en vas en direction ouest, tu t'en vas là-bas, tu es sensitif, tu informes Montréal, tu informes le cerveau. Montréal dit il faut que tu ailles faire ta job à Joliette, au cégep. Là, tu viens dans l'autre direction, direction S, puis étant ta voiture étant le flux nerveux, tu circules en contresens. C'est juste impossible de rouler avec ta voiture en sens inverse, mais c'est juste impossible pour l'influx nerveux de retourner ici, rebrousser chemin. Donc, sensitif va toujours aller dans ce sens-là, moteur toujours dans ce sens-là, sans aucune exception. On en reparlera, mais des fois, j'ai déjà des gens qui se posent des questions. Ouais, mais si c'est tout pareil, T1, T12, sont toutes faites comme ça, puis c'est tout moteur, mais c'est quoi la différence? Ben, je vous donne un exemple très simple. Partie motrice somatique. Donc, quand vous décidez de bouger un membre de façon volontaire, c'est vrai qu'on passe toujours par la racine ventrale. Qu'est-ce qui va distinguer, exemple, un L5 versus un T2? Ben, les deux vont amener l'information motrice, mais comme je le disais tantôt en début de capsule, celui-ci est plus haut, donc il va énerver les membres plus hauts. Il va énerver les muscles, exemple au niveau du bras. Si je descends, on va aller dans l'avant-bras. Si je suis en L5, on va aller au niveau de la jambe, partie inférieure probablement. Donc, dans ce cas-ci, c'est la même logique, c'est juste pas le même endroit dans le corps. Okay? Et je termine cette diapo-là avec un élément que j'ai dit tantôt, mais que je n'ai jamais expliqué. Je vous ai dit, il faut connaître cette structure de racines et de dorsale, ventrale et tout ça, puis apprendre par cœur que c'est sensitif ou moteur, extrêmement important pour moi. Et là, vous allez voir pourquoi. Parce que je pose une question très simple. Okay? Donc, dorsale, on a dit tantôt que c'est une fonction sensitive. Okay? Et ventrale motrice. Et c'est pas juste pour mon examen. Quand tu vas travailler, si tu peux te souvenir de ça, surtout si tu travailles avec les accidentés de la route, en réadaptation et tout, ça va être important. Parce que si je vous dis, exemple, ce nerf spinal-là, peu importe son nom, mais ce nerf spinal-là innerve la jambe droite. Suite à une maladie, ou plus simple encore maintenant, on va donner un exemple d'accident. Okay? Mettons la jambe droite. Chez une personne en santé, le nerf spinal de la jambe droite, ben, si tu touches la jambe de ton patient avec un crayon, exemple, ben, lui, il va sentir la perception du crayon sur sa cuisse. Okay? Parce que là, la voie sensitive fonctionne, on vient informer sur le cerveau qu'il y a quelque chose sur ma cuisse. Si vous dites, M. Bergeron, je suis ton patient, M. Bergeron, lève ta jambe droite, je pars d'un nerf motrice au niveau de mon cerveau, je descends par la racine ventrale, puis ma jambe lève. Maintenant, si j'ai un accident de moto, exemple, puis je suis ton patient, puis là, on a le sentiment que c'est le nerf spinal ici qui est touché, mais il y a trois sortes d'accidents qu'on peut avoir, trois sortes de lésions. Si je ne suis pas chanceux, puis c'est le nerf spinal au complet qui est brisé, je perds ma fonction sensitive et motrice. Donc, techniquement, tu me touches avec ton crayon. Sentez-vous quelque chose, M. Bergeron? Non. Donc là, tu sais que la partie sensitive ne fonctionne pas au niveau de la jambe, donc la fonction sensitive est abîmée. M. Bergeron, lever la jambe, je ne suis pas capable, je suis paralysé de la jambe droite. Donc, dans ce cas-ci, on sait que les axones motrices sont aussi abîmés. Donc, dans ce cas-ci, si le nerf spinal au complet est brisé, je perds la sensibilité, je perds la fonction motrice, donc je suis paralysé sans la perception de sensation. Mais il y a des gens, parfois, qui sont paralysés, mais ils sentent encore quand on y touche la jambe ou qu'il y a la douleur, la chaleur. Puis là, je parle de toucher, mais ça peut être la chaleur, la douleur, tout ce qui est sensitif au niveau de la jambe. Maintenant, regardez la différence de diagnostic que vous allez poser. Si je suis accidenté de la route, puis vous faites juste avec deux questions très simples, trois questions simples, vous allez savoir exactement quelle partie est abîmée chez votre patient. Hein, c'est pas juste du par cœur, c'est de l'appliquer. Si je vous dis, exemple, M. Bergeron, si je l'écris ici, est-ce que vous sentez mon crayon? Là, je dis oui. Je le sens très bien, madame, sur ma jambe droite. Parfait, ou monsieur. Est-ce que vous êtes capable de lever la jambe? J'ai beau me concentrer, donc moteur. Je dis non. Je suis paralysé de la jambe. Est-ce que c'est encore tout le nerf spinal? Tantôt, quand je vous ai parlé du nerf spinal, je perdais. C'était deux noms. J'avais plus de sensibilité, j'avais plus de moteur. Donc là, tu concluais que c'était tout le nerf. Maintenant, qu'est-ce que tu vas conclure? Si j'ai gardé ma sensibilité, mais je suis paralysé, donc moteur ne marche pas. Là, c'est plus le nerf spinal complet, c'est une des deux racines. Laquelle tu penses? Mais si la sensibilité fonctionne, donc le nerf spinal fonctionne, l'information s'en vient comme ça, je sens le toucher, tout ça, parfait, passe par ici. Par contre, je ne suis pas capable de bouger ma jambe, ça veut dire que la racine ventrale ne fonctionne pas.
Donc là, ce n'est pas le nerf spinal qui est touché. C'est une lésion plus simple. C'est vraiment la racine ventrale. Ça explique les cas, en partie, il peut y avoir d'autres causes, mais ça explique, entre autres, les gens qui sont paralysés, mais qui sentent encore, par rapport à l'autre personne qui ne sent rien et qui ne bouge plus. Puis, le dernier cas de figure, c'est simple, hein, ça serait l'autre racine. Donc, dans ce cas-ci, si c'est la racine sensitive, donc, c'est pas un vrai terme, j'aurais pas dû dire ça, c'est la racine dorsale qui a une fonction sensitive, donc c'est elle qui est brisée. Là, tu me dis, M. Bergeron, je vous touche la jambe, est-ce que vous sentez mon crayon? Je vous dis non. Êtes-vous capable de marcher? Oui, donc il n'y a pas de paralysie. Donc on sait que s'il n'y a pas de paralysie, les fibres motrices dans la racine ventrale fonctionnent. Par contre, j'ai perdu ma capacité à sentir la douleur toucher ou peu importe. Donc là, on sait que c'est la racine dorsale qui est touchée. Ça, c'est le genre de raisonnement que je veux que vous soyez capable de faire. Et c'est clair que c'est un niveau de compréhension peut-être plus élevé, mais dans l'examen, c'est pas juste de savoir par cœur les noms, comment ça marche et tout ça, puis de mettre des noms sur un schéma comme ça, c'est de pouvoir les appliquer dans les situations. Et tout au long de la partie 5, je vous dis tout de suite, je vais faire juste ça. Là, je fais le nerf spinal, c'est bon. À un moment donné, je vais faire la moelle, je vais faire des types de lésions. Puis un jour, vous allez apprendre tout l'encéphale. Ça va être la même chose. Donc, si tu as un AVC, une tumeur au cerveau, telle région du cerveau ne marche pas, ça va être quoi la conséquence biologique? Et ce qui est bon pour vous, des fois, c'est insécurisant, mais c'est vraiment important pour un soin infirmier. Mais ce qui est facile, c'est que tu sais les questions d'avance. Quand tu regardes tout ça, dans le fond, il y a juste 3 questions que je peux te demander. Il faut que tu vois le système nerveux de façon simple. C'est des points d'entrée et des points de sortie. Au niveau du nerf spinal, il y a juste 3 choses. J'ai une racine dorsale sensitive, une racine ventrale motrice, puis j'ai un nerf spinal complet. Et c'est des points d'entrée. J'ai 31 points d'entrée ou points de sortie sur la moelle. Donc, je me connecte là. Alors, je peux avoir, par exemple, ici, sur mon dessin, un problème en T1. Je pourrais avoir un problème T1 gauche, T11 droite, peu importe. Quand je vais arriver au niveau du cerveau, c'est la même chose. Il y a différentes aires, différentes régions dans le cerveau. OK, c'est l'aire visuelle qui ne fonctionne pas. Ben, tu es aveugle. C'est l'aire auditif, c'est autre chose. Donc, c'est juste ça, c'est de comprendre tes points d'entrée et qu'est-ce qui se passe. Quand je parlais de nerfs crâniens, mais tes points d'entrée sont dans la tête. Tes nerfs crâniens, les 12, sont ici. Donc, on va se connecter directement sur le cerveau ou parfois dans une petite région, pas à retenir aujourd'hui, qui s'appelle le tronc. Donc, c'est des points d'entrée différents. On est vraiment au niveau de l'encéphale. Si on est au niveau des nerfs spinaux, bien, les points d'entrée sont au niveau de la moelle. Et c'est tout. C'est simplement des points d'entrée différents, mais on finit tous en même place. Donc, si c'est sensitif, on est crânien, exemple, le nerf optique, les yeux viennent se plugger, les nerfs optiques au niveau des yeux viennent se brancher directement dans le cerveau. Et si je te touche la main, bien là, tu passes par ici. C'est un peu bas, là. Mettons, j'aurais pas dû aller dans le thoracique, mais un peu plus haut. OK, thoracique dans les premiers. Et qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, je vais pouvoir aller informer le cerveau pour une autre région, mais je vais quand même, on finit toujours au cerveau. C'est pour ça que je parle de point d'entrée. Je suis déjà au niveau de la tête, où j'arrive par différentes sections de la moelle épinière. Peu importe, les points d'entrée sont différents, mais on finit à la même place. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut le visualiser, en fait.